La faim dans le monde, c'est un sujet qu'on connaît tous. Un problème qui nous paraît immense, presque insurmontable. Mais, et si on se posait les mauvaises questions? Si le problème, ce n'était pas de produire plus, mais de repenser, eh bien de tout repenser. Alors, pour commencer, un chiffre qui, franchement, donne le vertige. D'après les données de SOS Faim et de la Banque mondiale, on parle de 828 millions de personnes qui souffrent de la faim. C'est énorme. Ça représente presque 10% de la population mondiale. Pensez-y une seconde, une personne sur 10 sur cette planète, aujourd'hui, ne mange pas à sa faim. Et pour que ce chiffre ne reste pas juste une statistique abstraite, voilà une réalité brutale, rapportée par SOS Faim. Toutes les 4 secondes, je répète, toutes les 4 secondes, une personne meurt de faim. C'est le compteur qui tourne là, maintenant. Le coût humain, en temps réel de cette crise. C'est là que ça devient paradoxal. On a tous cette image en tête. La faim, c'est un problème de manque, de rareté. Logique, non? Sauf que, et si c'était faux? Et si la nourriture, en fait, on en avait déjà assez pour tout le monde? Ok, accrochez-vous, on va regarder les chiffres de plus près. Une étude de la revue scientifique Elementa a fait le calcul, et c'est assez dingue. Chaque jour, on cultive assez de nourriture pour fournir, attention, 5935 calories à chaque habitant de la planète, alors qu'en moyenne, on a besoin d'environ 2353 calories. Faites le calcul, on produit plus du double de ce qu'il nous faut, le double. La nourriture est là. Alors la question qui tue, si on produit 2 fois trop de nourriture, où est-ce qu'elle passe? Eh bien voilà un premier gros morceau de la réponse. Prenez toutes les cultures qui pourraient nourrir directement un être humain, et bien sur tout ça, 41%, presque la moitié, partent en fait pour nourrir les animaux d'élevage. C'est une part colossale de notre production alimentaire qui prend une autre route, si on peut dire. Ce processus, ça a un nom un peu technique, l'inefficacité de la conversion nutritionnelle. Mais en gros, c'est très simple, c'est du gâchis. On prend des cultures pleines de nutriments, parfaitement bonnes pour nous, et on les donne à un animal. Cet animal, il va utiliser une grosse partie de cette énergie juste pour vivre, bouger, respirer. Du coup, à la fin, il y a une perte massive de nutriments. Regardez ces chiffres, c'est parlant. Si on donne 100 calories de céréales à un animal, on en récupère seulement 34 dans la viande ou le lait. On perd les 2/3 au passage. Et pour le fer, c'est encore pire. On donne 100 unités de fer, on en récupère 7. Ça veut dire que 93% du fer est perdu dans la conversion. C'est un système qui a des fuites nutritionnelles énormes. Mais bon, cette inefficacité, ce n'est qu'une pièce du puzzle. Pour vraiment comprendre, il faut aller voir les causes plus profondes, celles qui dépassent la simple question de production. On entend souvent dire qu'on est trop nombreux sur Terre. C'est un mythe tenace. Comme le dit très bien cet article de The Cool Down, le problème, ce n'est pas une crise de population, pas du tout. C'est une crise de distribution. La nourriture existe, mais elle n'arrive pas aux bonnes personnes. Alors, qu'est-ce qui bloque? SOS Faim et la Banque mondiale pointent plusieurs choses. D'abord, l'inégalité. Et là, c'est le comble de l'ironie. Les 2/3 des gens qui ont faim sont des paysans. Ceux qui produisent la nourriture ne peuvent pas se la payer. Ensuite, les conflits. 70% des personnes affamées vivent dans des zones de guerre. La guerre détruit tout, y compris l'accès à la nourriture. Il y a aussi le changement climatique, aggravé par une agriculture industrielle qui, au final, se tire une balle dans le pied en dégradant les terres. Et enfin, tout simplement, la pauvreté. La nourriture est peut-être sur l'étalage, mais si on n'a pas d'argent, on ne peut pas l'acheter. Face à ce constat, forcément, des solutions émergent. Et il y en a une en particulier qui fait beaucoup parler, parce qu'elle propose un changement radical. Et qui dit changement radical, dit controverse. Cette fameuse étude ne se contente pas de faire un constat. Elle propose ce qu'elle appelle une adaptation sociétale radicale. L'idée centrale, c'est une transition massive de notre alimentation. Moins de viande, moins de produits laitiers et beaucoup plus d'alternatives végétales. Le but, libérer toutes ces cultures qui partent aujourd'hui nourrir le bétail pour qu'elles nourrissent directement les humains. Voilà le tableau. D'un côté, on a une vision, celle d'un système alimentaire mondial qui serait bon pour la planète et pour notre santé à tous. Mais de l'autre côté, une critique très virulente. Des voix, comme celle d'Aleph 2020, dénoncent une sorte de réinitialisation du système, mais une réinitialisation qui serait imposée d'en haut par des élites politiques et économiques pour servir les intérêts de grandes entreprises. Et pour appuyer leurs critiques, ils mettent en avant les liens qui existent entre ce mouvement de transformation, par exemple l'initiative HIT, et des organisations très puissantes comme le Forum économique mondial de Davos. La question que ça soulève, c'est qui tire vraiment les ficelles de ce grand changement annoncé et pour qui? Alors, après tout ça, où en est-on? Comment on démêle tout ça pour comprendre quel est le cœur du problème? Reprenons le chemin qu'on vient de faire. Au début, on pensait que le problème, c'était la production. On ne produit pas assez. Puis, on a vu que non, le problème, c'est plutôt notre mode de consommation, avec cet énorme détour par l'élevage. Mais même là, ça ne suffit pas. On a vu que la distribution est complètement défaillante. Et quand on met tout ça bout à bout,
on se rend compte que c'est le système tout entier qui est en cause. La conclusion, elle est là et elle est hyper importante. La faim dans le monde, ce n'est pas une histoire de rareté. Ce n'est pas une fatalité. C'est le symptôme d'un système. Un système économique, politique, qui crée de l'injustice, qui concentre le pouvoir et qui génère des inégalités massives. Et ça nous laisse avec une question immense. Si la nourriture est déjà là, en quantité plus que suffisante, qu'est-ce qui doit changer en priorité ? Ce qu'on met dans nos assiettes au quotidien ? Ou bien les politiques, les grandes structures qui décident de qui mange et de qui ne mange pas ?